Donc, l'utilisateur Swagger, je me présente, Charles-Henri Texier, designer à OnePoint. Et à ce titre, évidemment, il m'arrive de faire des tests utilisateurs. Et c'est de cela dont je vais vous parler. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire un test utilisateur et puis quelles sont les méthodes de test utilisateur en 15 minutes. Ça prendra un peu trop de temps. Par contre, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand on ne fait pas forcément de test utilisateur. Voilà. Avant de démarrer, il y a des personnes qui ont déjà participé ou fait des tests utilisateurs comme ça à main levée. OK. Merci. Avant, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, un test utilisateur, c'est quoi? C'est l'observation, la mesure, la compréhension d'utilisateurs réels ou cibles au plus proche de leurs conditions, de leur contexte d'usage, avec un produit ou un service. Voilà. Le concepteur n'est pas un utilisateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre, quand on crée ou quand on développe un produit, on ne peut pas se projeter en tant qu'utilisateur. C'est pas possible. Sachant que vous avez développé, testé, participé d'une manière ou d'une autre à sa création, vous avez acquis une certaine expérience, une certaine expertise de ce que vous avez développé, de ce que vous avez créé. Et donc, de fait, vous ne pouvez pas vous projeter en tant qu'utilisateur qui découvrirait pour la première fois cette interface, qu'elle soit visuelle, vocale ou tactile d'ailleurs. Ensuite, à l'opposé, on ne peut pas dire si ma grand-mère peut le faire, tout le monde peut le faire. Non. En fait, si votre grand-mère peut le faire, ça veut juste dire une seule unique chose, c'est que votre grand-mère peut le faire. C'est tout. Et puis, si je suis en train de concevoir un site de e-commerce qui vend des jet skis freeride, son avis ne m'intéresse pas franchement, parce qu'en fait, ma grand-mère n'est pas freerideuse. Déjà. Ensuite, j'ai aussi le cas d'un mon client qui me dit nous, on connaît l'utilisateur, on sait comment il se comporte. Super. Donc, je lui demande, OK, vous l'avez observé, vous avez appris quoi? Vous êtes entretenu avec lui? On peut peut-être utiliser des données de ce que vous avez compris. Là, il me dit non, on n'a pas vraiment, on l'a pas observé, mais on sait bien. Enfin, on imagine en tout cas. OK. Non. Si vous l'observez pas, si vous n'observez pas comment il se comporte, vous ne savez pas comment il se comporte. Et en réalité, c'est pas vraiment une hypothèse. Je crois qu'il faut arrêter de penser à la place des utilisateurs en croyant les comprendre. Et puis, c'est pas franchement enfermé dans son bureau qu'on va pouvoir connaître un utilisateur, savoir comment il se comporte. Il faut sortir, il faut aller à sa rencontre et arrêter de penser pour lui. Et puis arrêter de penser qu'il va adorer nos super idées. À un moment, il faut juste se réveiller un petit peu et prendre conscience de ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un utilisateur, quand il utilise un produit ou un service, il a un but, il a une envie. Quoi qu'il arrive, il va essayer de l'atteindre. Il ne vient pas là pour admirer la beauté ou la qualité de votre travail, clairement pas. Par contre, si la qualité n'est pas au rendez-vous, il vous le dira, et rapidement même d'ailleurs. Et je vous invite à aller à leur rencontre. L'utilisateur est vivant. Il est vivant, il n'est pas isolé. Il faut comprendre qu'il est dans un environnement qui va influer, perturber son expérience. Par exemple, je suis chez moi, assis sur le canapé avec ma tactile, avec ma tablette, et puis je suis en train de commander, je sais pas, une paire de running. Mais il y a le facteur qui sonne à la porte. Bon, il faut que j'aille répondre, j'abandonne ma session, etc. Ça vient perturber ce que je suis en train de faire. J'entends ma fille qui tombe dans le couloir, qui se met à pleurer. Je vais arrêter, je vais aller voir ce qui se passe. J'ai ma femme qui m'appelle pour aller déjeuner. C'est la 3e fois qu'elle m'appelle, donc là je vais peut-être y aller parce que sinon ça va mal se passer. Ou alors mon boss qui m'envoie une notification sur mon smartphone avec un rappel urgent, donc je vais m'arrêter, je vais le rappeler aussi. Donc tout ça, c'est autant de perturbations qu'il y a autour de l'expérience qu'il est en train de vivre. Et puis, l'utilisateur
tous autant qu'on nous sommes, ils sont vraiment imprévisibles. Et ceux qui ont déjà mené des tests utilisateurs le savent et s'en sont rendus compte à quel point l'utilisateur fait tout et n'importe quoi, à tout moment et n'importe quand. En fait, il appréhende l'interface comme il le sent. Et en fait, c'est bien, parce qu'en tant que designer, c'est ce qu'on cherche à observer. Donc c'est une bonne chose. Mais moi, vous tous, en même temps, on fait tous ça, et quasiment tout le temps. Là, je reviens à la base. Pourquoi on teste? Je ne parle plus de l'exercice de test utilisateur. Hein. Pourquoi on teste? Si vous donnez un trombone, par exemple, à un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il va en faire? Il y a assez peu de chances pour qu'il s'en serve pour relier son contrat d'inscription à l'école maternelle. Il y a peu de chances. Non, il va probablement l'observer dans un premier temps, le manipuler, le tordre, voire le mâchouiller, puis le faire interagir avec d'autres objets. Alors, ça peut être une prise électrique, ça peut être la narine de sa poupée, ou un autre endroit d'ailleurs. En fait, il va chercher à comprendre, à découvrir, à apprendre, à avoir du feedback avec l'objet. Et en même temps, si je vous posais la question, ne me dites pas que vous avez jamais utilisé un trombone pour ouvrir l'emplacement de la carte SIM de votre téléphone. En fait, vous avez juste hacké l'usage du trombone. Alors oui, parfois, ça nous amène à faire des choses un peu bizarres, de tester les objets. Je ne sais pas vous, moi j'ai déjà cherché à descendre les 4 mines d'un bic à 4 couleurs en même temps, avec un protocole à 4 doigts pour qu'il n'y en ait pas une qui dépasse de l'autre, tout se passe bien. Bah, ça ne marche pas en fait. J'ai aussi essayé de mettre l'antivol sur lui-même dans un caddie. Bah, c'est trop court. Pourtant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de caddie, je réessaye quand même. J'essaye parfois de mettre de l'eau aussi dans un gant de toilette. Bon, ça fuit. Ok. Bref, en fait, je teste, j'apprends, parfois un peu en amusant aussi. Et tout ce temps que nous sommes, on hack des usages, on fait des choses un peu étranges pour y arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisateur il va essayer d'utiliser des fonctionnalités, de manipuler l'interface de votre application comme jamais on pourrait l'imaginer, parfois de manière incroyable. Et c'est ce qui m'est arrivé en allant faire un jour un test utilisateur chez un client. Tout commence par une demande de revue d'ergonomie. On reçoit l'application, on regarde un petit peu. Finalement, l'ergonomie, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pourtant, les utilisateurs sont vraiment mécontents. Donc, on va à la rencontre de l'utilisateur. Ça prend un certain temps, mais on y arrive quand même à les rencontrer. Et puis, on se déplace, on les rencontre. Et puis, je me rends compte très rapidement à l'arrivée que ce n'est pas du tout les personnes à qui je m'attendais. Le recrutement est un peu biaisé. Donc, je me dis, bon, ça ne va pas être comme prévu. C'est pas grave, on va quand même y aller. Je me rends compte que finalement les utilisateurs sont là, mais leur chef aussi est là, que le formateur de l'application est là, que le MOA est là. Finalement, il y a plus d'utilisateurs délégués, de MOA, de chefs de projet que d'utilisateurs. Ok. Donc je les laisse parler. Ils vont commencer à m'expliquer comment est-ce qu'ils utilisent l'application. D'abord le formateur. Bon, je lui dis, je n'étais pas venu pour ça, mais on va laisser parler 5 minutes. Hein, et puis ensuite, on va passer à l'utilisateur. Puis la matinée se déroule comme ça. Je me rends compte qu'à un moment, l'utilisateur, il découvre un peu l'application maintenant. Je dis, OK, c'est assez étrange, hein, mais bon. Pourtant, l'application, elle est en production depuis 6 mois, ou en test depuis 6 mois. OK. En fait, je comprends que mon test, il est complètement biaisé. Le recrutement a été faussé. Les personnes sont en train de hacker mon test de l'intérieur. Je laisse passer, et puis je me dis, je vais peut-être rentrer avec des données qui ne me servent à rien. À la pause déjeuner, je discute avec les 3 utilisateurs qui sont là, qui restent ici, et je leur demande si on peut prendre un petit peu de temps dans l'après-midi pour qu'ils me montrent comment est-ce qu'ils utilisent l'application. On sort, ils me racontent que finalement, il n'utilise pas exactement comme le formateur l'a montré. Je lui dis, ok, c'est cool. Là, je lui demande plutôt, est-ce que vous pourriez me montrer comment vous faites votre travail? Je lui dis, je ne veux pas savoir comment vous utilisez l'application, c'est quoi votre travail et comment vous le faites? C'est quoi votre livrable? Il dit, le livrable, en fait, c'est un document PDF dans lequel je retrouve un compte-rendu à destinataire, une liste de personnes. Au préalable, j'ai cartographié une zone géographique avec mis des commentaires et puis des points d'intérêt. Ok, bon, je vois à peu près de quoi il s'agit. Et puis, il commence à me montrer comment il fait. Il commence par ouvrir Google Earth. Tiens, ok.
Il fait un screenshot de Google Earth, il prend son screenshot, il ouvre Paintbrush. Sous Paintbrush, il fait un rectangle rouge. Et puis il fait enregistrer, il prend son JPEG, il ouvre un PowerPoint et il met un commentaire. Je vois qu'il choisit une certaine couleur, il copie-colle un code couleur particulier pour que sa petite vignette soit d'une bonne couleur. Je lui demande pourquoi, en fait, c'est que l'application génère des petits commentaires d'une certaine forme, d'une certaine couleur, et pour pas que ça se voit, forcément, il récupère le code couleur de l'application pour le mettre dans PowerPoint. Ok. Donc il fait son screenshot, il prend ça, il ouvre son document Word, il ne va pas prendre n'importe quel document Word, il va prendre un template qui est associé à un fichier Excel qui permet de faire du publipostage. Je lui dis, c'est pas mal. Et je dis, mais ce template, vous l'avez créé comment? Ah bon, on l'a exporté depuis l'application, on l'a créé nous-mêmes, on l'a copié, et puis on l'a diffusé aux collègues des autres régions. D'accord, ok. Puis il y a machin qui nous a créé le fichier de publipostage sous Excel. Intéressant. Donc là, il m'a montré comment il faisait. C'est cool, je suis exactement capable de faire la même chose que lui, avec les mêmes outils. Et puis il fait son livrable sous Word, il fait un export PDF, magnifique. Son livrable est nickel. En fait, son chef n'a rien vu depuis 6 mois. Mais le livrable est fait, le boulot est fait, mais pas un seul instant, il a ouvert l'application. Jamais. Pour autant, le boulot est fait. Je sors de là, il va bien falloir que je raconte quelque chose, comment dire, à mon commanditaire, à mon client. Je sens que ça ne va pas être très simple, mais il faut bien lui dire. Pour conclure, mon recrutement, il a été pas respecté. Je n'ai pas rencontré tout à fait les bonnes personnes, mais j'ai quand même réussi à découvrir des choses intéressantes. Mon protocole de test n'a pas été respecté. Mon test a été hacké de l'intérieur. Si je n'avais pas eu l'expérience de la situation, si je ne l'avais pas déjà rencontré, je serais revenu dans mon entreprise avec des données totalement inutiles parce qu'elles étaient fausses, biaisées et totalement inexploitables. Et là, je n'aurais pas su quoi dire en règle. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'en discutant avec les personnes de la MOA, j'ai bien aussi compris qu'ils avaient essayé de faire du bon travail, qu'ils avaient été voir les utilisateurs avec leur chef, qu'ils avaient fait des entretiens en amont. C'était plutôt pas mal, la démarche était bonne. Ce qui est dommage, c'est que finalement, toutes ces conversations, ces ateliers, ces entretiens étaient totalement biaisés par le rapport de hiérarchie que l'utilisateur avait avec les personnes qu'il rencontrait. On lui proposait une solution en lui demandant « ça te va ? Ok, pas de problème ? Ok, on continue. » On ne l'écoutait pas en fait, on lui imposait des idées. Et finalement, toutes ces certitudes, avec les meilleures intentions du monde, elles ont abouti à une idée qui a conduit clairement cette équipe projet dans le mur. À cause de quoi? Finalement, un décalage de point de vue entre le concepteur et le commanditaire et l'utilisateur. Et puis toute l'application a été construite sur quoi? Sur une hypothèse qui n'a pas été validée, sur une interface qui n'a jamais été corrigée, sur un processus qui n'a jamais été amélioré, en tous les cas du point de vue usage réel. Bref, un test utilisateur, ça va vous permettre de valider, de corriger, d'améliorer. Et si vous le faites tout au long du projet, vous serez gagnant à la fin, et puis ça évitera que vous soyez dans la même situation que mon client. Si vous ne savez pas faire un test utilisateur, ce n'est pas très grave. Renseignez-vous, vous pouvez demander de l'aide autour de vous, vous avez des designers. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans cette situation-là, de ne pas attendre la fin du projet. Et puis s'il y a une morale à l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, et même depuis longtemps, mais on ne le savait peut-être pas ou on ne l'écoutait pas, un utilisateur ne cherche pas à s'adapter au système, il trouvera toujours une autre voie, quoi qu'il arrive, et il y arrivera. Et si vous ne l'écoutez pas, vous ne le saurez pas. Donc il vaut mieux que ce soit le système qui s'adapte, plutôt que l'utilisateur qui s'adapte. Voilà. Juste une chose, j'avais oublié. Votre utilisateur, en cours de route, en cours de projet, il va changer d'avis. C'est complètement normal. Ça veut juste dire qu'il est vivant, qu'il écoute son environnement, qu'il change aussi, parce que l'environnement ne s'arrête pas pendant 2 ans le temps de votre projet, et qu'il va changer d'avis. Donc c'est normal. C'est même, je dirais, une bonne chose. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir appris des choses.